Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre entretien de la matinale. Ce matin, nous parlons de la loi de finances, ou plutôt de son absence. Le nouveau gouvernement n'étant toujours pas formé, le projet de loi de finances déposé le 20 octobre dernier par l'équipe gouvernementale sortante n'a toujours pas été adopté. Comment, en cette absence, la continuité de l'administration est-elle donc assurée? Que prévoit la loi organique des finances et la Constitution dans ce cas de figure? Pour répondre à ces questions avec nous ce matin et nous éclairer, nous recevons le professeur Hassan Arafi. Vous êtes professeur de finances publiques à la faculté de droit de Rabat et vous êtes également ex-magistrat à la Cour des comptes. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, avant d'entrer dans les explications de comment est-ce qu'on fonctionne aujourd'hui en l'absence de ce projet de loi de finances, juste un petit mot pour rappeler à nos téléspectateurs c'est quoi la procédure normale, classique de l'adoption d'un projet de loi de finances et depuis combien de temps on est hors délai. Ok. Donc, d'une manière nécessairement synthétique, le processus d'adoption et de vote et d'adoption de la loi de finances, il est comme suit. Bon, au mois de mai et juin, le chef de gouvernement émis ce qu'on appelle une lettre circulaire qui définit les grandes orientations de la prochaine loi de finances. Puis le ministre des Finances, suivant la nouvelle procédure, comparaît devant les deux chambres pour présenter ces orientations d'une manière assez détaillée. Et il faut attendre, et à partir de là, on commence à faire la consolidation des propositions des différents parlementaires qu'il faut centraliser au niveau du ministère des Finances et pour les faire passer au Conseil de gouvernement. Celui-ci doit déposer le projet de loi de finances avant le 20 octobre de l'année N-1. C'est le délai. Cette année, il a donc été déposé le 20 octobre dernier. 80 jours avant le délai pour que le processus commence au niveau de la Chambre des représentants et puis la Chambre des conseillers avant son adoption définitive. Alors ça, c'est la procédure normale. Donc nous, on est hors délai depuis, on va dire, novembre dernier. Bon, le gouvernement a respecté les délais. Le gouvernement sortant avait déposé le projet de loi de finances tel qu'il a été adopté par le Conseil de gouvernement et le Conseil des ministres. Donc, comme vous le savez, le gouvernement il est en train de se constituer, ça a tardé un peu. Donc, la Constitution, il prévoit, dans le cadre de ce qu'on appelle le rationalisme parlementaire, une procédure dérogatoire qui permet, au vu de l'article 75, c'est l'article 75, paragraphe 3, qui prévoit la possibilité que le gouvernement peut adopter ce qu'on appelle communément les décrets avances, ces décrets avances qui permettent au gouvernement de charger d'expédition des affaires courantes au vu de l'article 36 et 37 de la loi organique 63 13 relative au fonctionnement et organisation de conseil de gouvernement. Il prévoit la possibilité d'émettre des décrets qui permettent au gouvernement d'assurer le recouvrement des créances fiscales et deuxièmement d'ouvrir les crédits nécessaires à l'expédition des affaires courantes et la continuité des services publics. Ça a été adopté, je pense, le 15 décembre de l'année passée. Absolument, ça a été adopté le 15 décembre 2016. Mais alors ça veut dire quoi? Quand on prend ces décrets, ça veut dire qu'on est dans la continuité de la politique de l'équipe gouvernementale sortante? Oui, parce que le service public, la continuité du service public, ça c'est un principe grandiose et sacro-saint qui l'emporte sur le reste. Donc, le fait qu'il n'aille pas de gouvernement ne signifie pas qu'il faut stopper l'appareil administratif qui ne pourrait fonctionner qu'à travers l'argent public. Et donc, à titre dérogatoire, ça, c'est un cas c'est pas la première fois qui peut... On a déjà connu ce cas de figure? Oui, c'était en 2007. Il y a parfois un retard à cause de la promulgation des observations du juge constitutionnel. Et donc, il y a plusieurs cas de figure qui pourraient empêcher d'adopter le projet de loi de finances. En 2012, d'ailleurs, après la première élection du gouvernement Ben Kiren, ça a été adopté en mars. En mars, c'est un cas qui est courant et qu'on le retrouve dans pas mal de pays. Et ces décrets ne sont pas des substitutifs à la loi de finances. Alors justement, philosophique. Alors voilà, pour qu'on comprenne bien, si ces décrets, ils viennent assurer la continuité du service public, mais est-ce qu'ils permettent
d'adopter de façon implicite des dispositions prévues dans la loi de finances. Est-ce que ce n'est pas une approbation implicite du projet de loi de finances? D'abord, il y a un terme directeur auquel il faut s'arrêter. C'est le terme nécessaire. Il dit les crédits nécessaires. C'est-à-dire, il faut s'en tenir à ce qui est urgent, à ce qui ne peut pas être ajourné ou retardé. Alors, qui le définit? Qui arbitre? Voilà, ça c'est une grande question parce que le décret n'a pas précisé quels sont ces crédits. C'est comme une carte blanche au gouvernement. Généralement, on ne touche pas au crédit d'investissement. Dans les pratiques internationales, lorsque ce cas se présente, on s'en tient uniquement à faire passer les crédits pour le fonctionnement des services. Donc les frais généraux, salaire de personnel, etc. En attendant que, mais il ne faut pas qu'il se substitue à la loi de finances parce que la loi de finances, ça c'est un document législatif sacro-saint qui retrace la politique publique ou la politique générale du gouvernement. Il ne faut pas qu'une mesure réglementaire qu'on passe au Conseil de gouvernement qui fait foi. Donc, par exemple, les crédits d'investissement, etc., ils ne peuvent pas passer par décret. Ça, apparemment, d'après les propos du décret, on peut tout payer à travers les décrets, les dépenses, mais on n'a pas déclaré quelles sont les priorités. Les priorités en fonction de la nécessité. En principe, dans le cas de figure, il faut préparer une nomenclature issue de la nomenclature initiale, une nomenclature budgétaire qui définit quels sont les crédits suivant des critères de priorisation. Mais je ne pense pas que le gouvernement avait fait ceci, c'était une décision forfaitaire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres dispositions de la loi de finances qui peuvent être mises en place par décret? On a vu que début janvier, certaines dispositions, notamment fiscales, étaient déjà entrées en vigueur, même si le projet de loi de finances n'est pas adopté. Alors ça, c'est la Constitution qui le précise. C'est-à-dire on continue à recouvrer les créances publiques, que ce soit des créances fiscales ou non fiscales, en fonction de ce qui a été prévu dans le projet qu'avait déposé le gouvernement. Sous réserve, si au cas où... Parce que la loi de finances devrait être déposée. Cela ne signifie pas que la loi de finances, on va l'oublier après l'investiture du gouvernement prochain. Non, il faut rediscuter la loi de finances. Et supposons qu'il y a un amendement en matière des créances publiques, alors dans ce cas-là, les décisions et les actes qui ont été pris au moment de l'entrée en vigueur des décrets, ils vont être frappés par la nullité. Donc on peut les annuler de manière rétroactive. Oui, rétroactive, tout à fait. Donc le nouveau gouvernement aura la possibilité de changer les dispositions de la loi de finances, même si certains sont rentrés en vigueur déjà. Oui, parce qu'ils sont considérés comme une créance qui n'est pas autorisée par le Parlement. Et ça peut créer des blocages? Ça dépend. Supposons, je vous dis un exemple pour que les téléspectateurs se comprennent. Supposons qu'au vu de l'article 77 du gouvernement, il y a ce qu'on appelle la règle de recevabilité, c'est-à-dire les amendements que proposaient les parlementaires ne devront pas prétendre pour une augmentation de charges ou une diminution des ressources. Mais supposons que les parlementaires réclament l'augmentation d'un taux fiscal. Ça, ce n'est pas prohibé par la Constitution. Et supposons que le gouvernement accepte et qu'il y avait quelqu'un qui a payé un impôt avec un taux réduit, c'est-à-dire suivant la texture du projet initial. Alors, dans ce cas-là, il y aura un redressement. D'accord. Donc, on peut toujours corriger les mesures qui sont... Toutes les mesures qui ne sont pas... Ça s'est déjà présenté, ce cas de figure? Par exemple, en 2012, il y a eu beaucoup d'aspects qui ont été rediscutés? Je me souviens d'un seul cas, mais c'était pas pareil, mais il pourrait nous insuffler une idée pareille. Il y avait une taxe sur les paraboles, ça s'appelle la radiotaxe, qu'avait prévu le Parlement. Sa Majesté le roi Hassan II s'est opposé à ça. Il considérait que le Parlement avait tort de prendre une telle décision, de taxer l'utilisation de ce qu'on appelle les satellites aujourd'hui, les paraboles. Alors, il a demandé une relecture. Les gens, ils ont payé la taxe, etc. Et lorsque la loi ou la disposition qui était insérée dans la loi de finances a été revisitée, on a annulé cette taxe-là. Et donc, les gens, c'est l'autre revers de la médaille. Les personnes concernées qui ont déjà payé la taxe ont pu bénéficier d'un redressement, on leur a remboursé de leur argent. Donc on peut avoir le cas contraire.
Alors, dans l'éventualité où la formation d'un nouveau gouvernement tarderait, est-ce qu'il y a d'autres mesures qui sont prévues pour assurer le fonctionnement des ministères, des administrations? Si le gouvernement... si ça tardait, si cela devait tarder. On continue de la même façon. On a l'exemple de l'Espagne, ça a duré 10 mois. Donc cela ne signifie pas qu'on va... Donc on continue avec des décrets. On continue à exécuter, mais si ça va durer plus que dans ce cas-là, on devrait produire ce qu'on appelle une loi de règlement. Ça va être très difficile, une loi de règlement qui porte sur l'application ou l'exécution d'une loi de finances par voie de décret. Parce que les décrets d'avance, c'est une dérogation, c'est une exception. En aucun cas, on ne peut pas accepter qu'il se substitue à l'adoption de la loi de finances, parce que la loi de finances, c'est la politique chiffrée du gouvernement. Il ne faut pas qu'elle soit réduite à un document comptable. Alors, pour terminer, il nous reste 2 petites minutes. Est-ce qu'on peut revenir sur les grandes orientations de ce projet de loi de finances qui se fait attendre pour l'année 2017 ? D'abord, il faut rappeler qu'il y a pas mal de mesures, que ce soit au niveau des dépenses, au niveau des recettes fiscales et au niveau des hypothèses sur lesquelles on a fondé cette loi de finances. Les hypothèses de croissance, notamment. Oui, ce qu'on appelle les hypothèses macroéconomiques, que ce soit la croissance qu'on a tablé sur 4,5%, aussi avec un déficit budgétaire aux alentours de 3,2 du PIB. Et donc, parmi les grands objectifs qui ont été fixé par le projet de loi de finances, c'est l'industrialisation, c'est l'encouragement de l'industrialisation, à telle enseigne qu'aujourd'hui, le projet, il prévoit des exonérations pour les sociétés industrielles nouvellement créées pour les 5 premières années, et aussi pour l'encouragement de l'entrepreneuriat. Et donc, ce sont des mesures fiscales aujourd'hui qui sont adoptées par le projet de loi de finances et qui sont déjà entrées en vigueur. Il en est de même pour les véhicules électriques et hybrides qui sont exonérés de la taxe, la fameuse taxe spéciale annuelle sur les véhicules. Mais il n'y a pas de grande chose à dire dans le projet de loi de finances. Les dépenses de fonctionnement et de personnel des ministères, on prévoit des suppressions de postes, des créations de postes? Aujourd'hui, on peut dire que ce projet de loi de finances s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a toujours vécu au niveau de... C'est une loi de finances qui jumelle par rapport aux autres lois de finances des années antérieures, avec un volume d'investissement aujourd'hui aux alentours de 180 des milliards, donc y compris les investissements pris en charge par les établissements publics. Et donc, pas de changement majeur. Il n'y a pas de changement majeur parce qu'on a des structures budgétaires qui sont pratiquement constantes. La masse salariale est présente de 23%. Donc vous avez aussi la dette donc, qui présente presque le 1 tiers. Et il reste entre 17 et 20% pour l'investissement. Et donc aujourd'hui, en termes de crédit de paiement, nous sommes aux alentours de 69 milliards de dirhams. Donc avec un petit chouïa par rapport à l'année précédente. Merci beaucoup, Monsieur Hassan Arafi. On aura sans doute l'occasion de vous recevoir si ce projet de loi de finances finit par être adopté, ce que nous espérons. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir apporté ces explications. C'est un plaisir. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Média TV. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la suite des programmes. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.